Dans la société, l'huissier de justice est perçu comme un bourreau. Un bourreau. Oui. Un bourreau. Souvent, quand les gens me voient, tu es huissier, mais toi, t'as pas l'air d'un huissier. Non. L'huissier de justice en fait, c'est un sentiment de frustration, généralement, qui anime les gens lorsqu'ils sont en face d'un huissier. Okay. Et nous avons beaucoup de témoignages, pas seulement au Congo, pas seulement en Afrique, même en Europe, où les huissiers de justice ont été agressés. Alors, l'huissier de justice, c'est en quelque sorte la représentation physique même de la justice. Ok. Parce que le juge ne va pas aller faire exécuter son jugement. L'avocat, en ce moment-là, il s'est dessaisi. Il a défendu son client, il a gagné le procès. Son travail est fini. Le travail, maintenant, c'est à l'huissier de pouvoir matérialiser la chose. Oui. Et c'est un visage. C'est un corps. Exact. Ce n'est plus des mots théoriques. Il vient, il est devant toi et il te dit tu dois quitter la maison. Et vous voyez, la personne qui doit être déguerpie oublie tout ce qui s'est passé au tribunal. Il oublie même la personne qui l'a amené en justice. Oui. Il ne voit que l'huissier. Et alors, le plus souvent, c'est vraiment un sentiment de frustration. Parfois des violences, on a eu des cas où les confrères ont été tabassés. Oh. Oui. Oh. Parce que on se dit, c'est lui, mais au fond, c'est pas lui, c'est le droit. C'est la justice. Exact. Fais-moi une petite faveur, de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Ainsi, de partager ce contenu à un proche ou à une connaissance. Car mon équipe et moi avons pris l'engagement de t'offrir chaque semaine un épisode. Merci pour l'action que tu feras. Sur votre parcours et votre travail, vous êtes huissier. Alors, on aimerait un peu savoir, premièrement d'abord, avant d'entamer les questions, qui est Madame Christa? Ok. Madame Christa, Maître Christa, Okay. Et une fille de merveilleux parents. Je suis deuxième de ma famille, une famille de 8, dans 7 filles, un garçon. Oh. Je suis épouse, je suis mère de 3 enfants. Oh, wow. Oui, je suis mère de 3 enfants. Et je suis également servante de Dieu. Donc c'est un tout petit peu, en quelques mots, c'est que je suis. Sur le plan professionnel, je suis huissier de justice. La plupart des gens disent tout court huissier. Non, je suis huissier de justice parce qu'il existe d'autres huissiers dans d'autres institutions. Alors, je suis huissier de justice et aussi présidente de la Chambre provinciale des huissiers de justice près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Ok. En quelques mots, c'est ce que je suis. Merci pour la brève présentation. Oui. Alors, je voudrais savoir, pouvez-vous un peu nous raconter votre parcours par rapport à qu'est-ce qui vous a poussé à être huissier de justice? Quand j'y pense, il n'y a aucune raison qui m'a poussée à devenir huissier de justice. Je suis juriste de formation. J'ai fait une partie de mon école primaire ici à Lubumbashi. Et puis après, j'ai fini mes études humanitaires à Kinshasa. Parce qu'à l'époque, mes parents avaient été mutés à Kinshasa, donc je devais faire le déplacement avec eux. Et après, j'ai fait l'université de Kinshasa. J'ai fini en faculté de droit. Mais je n'ai jamais même envisagé. Et la profession d'huissier de justice, c'est quelque chose qui, à l'époque, n'était vraiment pas vulgarisé. Mm-hmm. Quand on terminait en droit, on avait quelques options. Et parmi ces options, c'était soit de devenir magistrat, soit de devenir avocat. Les 2 options étaient les principales. Et pour moi, c'était devenir avocate après mes études. Et après, je voulais aussi me lancer dans l'enseignement parce que j'ai quand même eu la grâce de pouvoir remplir les critères pour me lancer dans l'enseignement supérieur. Oh. Mais malheureusement, non, heureusement. Heureusement, l'année où j'ai fini mes études, c'était en 2012, je suis tombée amoureuse. Oh, wow. Oui, je suis tombée amoureuse et c'est aujourd'hui mon mari, de mon mari, Okay. le père de mes enfants, que je salue et que j'aime beaucoup, qui à l'époque
habiter l'Afrique du Sud. Donc, je termine mes études. J'oublie l'avocature, j'oublie mes ambitions professionnelles. Je vais en Afrique du Sud parce que c'est là que mon mari habite après notre mariage. Et j'y ai fait 7 ans. J'ai eu tous mes 3 enfants là-bas. Et là-bas, après un certain moment, quand j'ai eu mes 3 enfants, j'étais femme au foyer. Donc, je n'avais pas d'activité professionnelle. J'ai commencé à ressentir un vide en moi, en tant que personne. Pas en tant qu'épouse, pas en tant que mère, mais en tant que personne. Je ressentais un vide, je ressentais un manque. Il y avait quelque chose qui brûlait en moi, je savais pas l'identifier, mais j'avais une conviction qui me disait que j'étais pas au bon endroit. OK. L'Afrique du Sud n'était pas le meilleur endroit pour pouvoir m'épanouir, pouvoir ressortir ce que j'étais en train de ressentir en moi. Alors, à l'époque, mon mari, il était entre Lubumbashi et Johannesburg. Il avait des affaires ici. Moi, je restais avec les enfants. Un jour, quand il est revenu de Lubumbashi, je lui ai dit, tu sais quoi? On rentre au Congo. OK. Oui. Il a dit, mais pourquoi? J'ai dit, il faut qu'on rentre au Congo. C'est important pour moi personnellement. Et je pense que pour notre famille, la vie de moi personnellement, vivre séparés en tant que couple, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Mais par cette expérience, je pense que c'est très important que les foyers soient ensemble. Oui. Alors, comme ça, on est rentré. Il me dit, oui, on rentre, tu y tiens, mais à une condition. OK. Laquelle? Tu te plains de rien. Oh. Parce que ne pense pas que le Congo, c'est comme l'Afrique du Sud. C'est une autre réalité. Peut-être que tu as une autre image, vu que ça fait longtemps que tu y as été. Je lui ai dit, je ne veux pas me plaindre, à une seule condition. OK. Et cette condition, c'est d'avoir de l'eau chaude pour mon bain le matin. C'était tout. OK. Il m'a dit, ça peut s'arranger. Alors, on est rentré. Quand on est rentré à Lubumbashi, c'était fin 2019, avec nos 3 enfants. C'était un peu comme aller vers l'inconnu. Mmh. Mais j'ai été vraiment convaincue au fond de moi que c'était la bonne décision. Je me souviens avoir atterri à l'aéroport de la Loano. Pendant que les autres sont choqués, moi j'étais émerveillée. Wow. J'avais ces sentiments positifs au fait qui m'habitaient. De l'aéroport, en passant par l'entrée de la ville, vous voyez Accra, Oui, clair. Texaco. Texaco. J'ai vu comment la ville s'était développée parce que ça faisait 14 ans que j'avais quitté le Oh, Lubumbashi. wow. Bon, j'ai fait 7 ans en Afrique du Sud, 7 ans à Kinshasa. Alors, moi, j'étais émerveillée de voir l'engouement, de voir tout ce qui se passait. Au fait, c'est comme si je m'attendais à quelque chose de positif. Et le parcours, même s'il avait l'air de quelque chose de pas beau, Mmh. mais en moi, il y avait ce sentiment d'émerveillement. Et c'est comme ça que, pour être brève, c'est comme ça que nous sommes rentrés à Lubumbashi. Au tout début, j'ai commencé à m'informer par rapport à l'avocature. Il y avait un test qui était organisé, mais malheureusement, j'étais hors du pays quand ça a été fait. Mmh. Donc, j'ai raté le test d'avocature. Je me suis dit, bon, je fais quoi? J'ai commencé un petit business d'enregistrement d'entreprise où j'allais vers les personnes qui souhaitaient formaliser leur structure professionnelle, leurs petites entreprises. J'ai les aidés à rédiger les statuts, faire les formalités pour être inscrit au RCCM. Oui. Et je me suis fait un peu de sous par ça. En tout cas, j'étais enthousiaste. J'étais vraiment enthousiaste, j'étais positive. Bien sûr qu'il y a eu des bons ou de mauvais jours, mais j'étais enthousiaste. Et puis après, j'ai eu un travail, quelque part, dans une société de la place, où j'ai fait que 3 mois et puis j'ai démissionné. C'était vraiment pas ma place. Et après ça, je me suis mise à travailler avec mon mari, qui est un entrepreneur. J'ai travaillé avec lui pour quelques mois. Et un jour, par hasard, j'ai rencontré un ex-camarade de l'université qui était aussi à Lubumbashi, qui s'est cherché. On s'est changé les numéros et quelques mois après, il m'a envoyé un message me disant: «Mais tu sais quoi? Il y a une opportunité de travail qui se présente. Hem, la profession d'huissier de justice a été reformée». OK. Elle a été reformée à cause de l'adhésion de la signature, pardon, de la RDC, qui a adhéré à l'espace OHADA.
Alors, on avait signé le traité OHADA, la RDC avait signé le traité OHADA, d'office, la RDC fait partie de la communauté OHADA. Alors, selon ces exigences, il fallait que l'huissier de justice la profession d'huissier de justice soit reformée Mhm. pour qu'en RDC, que les huissiers de justice répondent aux critères standards internationaux de la profession. C'est une vieille profession. Il y a beaucoup de pays en Afrique comme le Togo, le Cameroun, le Bénin, l'Algérie, qui ont libéralisé la profession, qui ont vraiment des avancées, hein, beaucoup avancé. Congo-Brazzaville Mhm. et la RDC à l'époque, l'huissier de justice était un fonctionnaire de l'État qui travaillait dans les cours et tribunaux, qui était désigné comme ça, hein, il fallait juste savoir lire et écrire. Les chefs des juridictions pouvaient les désigner, ils prêtaient serment, ils étaient à la fois greffiers, mais quand ils étaient sur terrain pour exécuter les décisions de justice, ils devenaient huissiers de justice. Alors, il fallait vraiment remonter le niveau. Et il me dit, mais écoute, c'est une très bonne opportunité parce que dans le Haut-Katanga, au fait, nous sommes les précurseurs. Donc, la Chambre nationale, qui a son siège à Kinshasa, Oui. viendra installer la Chambre. Alors, on a organisé un recrutement. Huissier de justice, moi, ça me disait rien. C'était pas ça. Oui, ça ne me disait rien. Il m'a dit, ils arrivent dans quelques mois, il y a des formalités, il fallait payer une caution, il fallait réunir certains documents et il y avait un test à passer également. Alors, ça m'a pris du temps. Et mon ami, qui aujourd'hui, mon confrère, me mettait la pression. Non, mais écoute, tu dois le faire, c'est important, les choses ont changé. Il se retrouve bien à Kinshasa, c'est une belle opportunité. Moi, c'était vraiment, je suis très réticente. Oui. Mais le point déterminant pour moi, ça a été un jour, j'avais une conversation avec ma mère. Alors je lui dis, mais écoute, il y a une opportunité d'une profession, la profession d'huissier de justice. Il paraît qu'elle a été libéralisée. J'ai quand même eu l'info et il y a certaines formalités à remplir. Elle m'a dit, Christa, essaye. De toute façon, tu ne perds rien. Essaye. Je sais que tu veux devenir avocate, mais si tu estimes que c'est une opportunité pour toi, essaye. Le meilleur conseil de votre mère. Oui. Et elle m'a dit, tu ne perds rien. Et tu sais, avant que je ne meure, je voudrais t'appeler maître. Je sais que tu es brillante, je sais que tu aimes ta vie, mais tu as plus à donner à la communauté. Je sais que tu donnes déjà beaucoup pour ton foyer, pour le Seigneur, mais le Seigneur aussi a mis quelque chose en toi pour que ton pays en bénéficie. Alors, essaye. Ça a été le conseil qui m'a relevé de mon lit. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à regarder toutes les conditions et je me suis mise au travail. J'ai passé le test que j'ai réussi avec brio. Et juste après, comme c'était la première promotion, il fallait installer la chambre dans la province. Et avec l'encouragement de beaucoup de gens, j'ai aussi postulé au poste de présidence. Et Voilà. voilà, quoi. Wow. Toute une histoire. Voilà, oui. Toute une histoire. Voilà. Après 14 ans. Oui, avoir quitté après le 14 pays. ans. Mhm. Ok. Et est-ce que vous avez déjà envisagé d'y rentrer Rentrer où? au sud? S'y installer. Oui. L'Afrique du Sud, c'est comme ma deuxième maison. Ok. Depuis que je suis rentrée, j'ai jamais fait une année sans y aller. Ah. Donc, quand j'arrive, je me sens très bien, je me sens à l'aise. Mais il y a un adage qui dit home is home. Oh, mais so- Et le Congo, l'Afrique du Sud ne prendra jamais la place du Congo dans mon cœur. Et aujourd'hui, aller s'y installer, non, Non. pas du tout. Y retourner, non. Aller de temps en temps pour les vacances, essayer de se rafraîchir, oui. Mais aussitôt que c'est fait, je rentre chez moi au Congo. Ok. Oui. Alors, une question m'est venue parce que je sais que être huissier de justice, c'est beaucoup de choses, mais il y a ceux qui ne connaissent pas exactement c'est quoi le Oui. rôle d'un huissier de justice. Alors, c'est ça, telle est ma question. L'huissier de justice était perçu comme un coursier.
En tout cas, c'est la conception que le commun mortel a. L'huissier de justice, c'est un coursier, il va déposer des courriers, des notifications. C'est un peu comme un moine habitinda, la personne qu'on envoie faire déposer des trucs, faire ceci et cela. Mais c'est pas ça l'huissier de justice. L'huissier de justice est un professionnel de droit. Alors, actuellement, il est essentiellement l'agent d'exécution des décisions des justices en matière civile, en matière commerciale et aussi en matière de famille, en matière de droit privé. Et l'huissier de justice est en quelque sorte le tiers de confiance entre, en matière de recouvrement, le créancier et le débiteur, celui qui fait le pont entre les deux. Il a aussi essentiellement comme mission de pouvoir notifier les actes de procédure. Pendant une procédure judiciaire, nous avons les actes introductifs d'instance. Je vais vous donner un cas. Il y a monsieur X et monsieur Y qui ont par exemple un conflit parcellaire et les deux saisissent un juge. L'exploit, le document qui va saisir le juge est rédigé et notifié par l'huissier de justice. Donc, il est celui, en quelque sorte, qui il porte à la connaissance des justiciables tous les actes de procédure. Donc, s'il faut notifier une date d'audience, c'est l'huissier qui notifie. Il va sur terrain, l'adresse du justiciable, il va jusqu'à l'adresse du justiciable, il notifie. Lorsque le jugement est prononcé, c'est seul l'huissier de justice qui a qualité d'aller signifier, donc porter à la connaissance des parties concernées que le jugement est prononcé et voici la teneur. C'est lui qui signifie. L'huissier de justice fait les constatations. Il peut y avoir un cas de vol, par exemple, lorsque dans le cas d'un contrat de bail, où avant de pouvoir prendre possession de la mise en location, les deux parties peuvent vouloir procéder à des constatations pour connaître l'état dans lequel la maison a été lorsque le locataire a pris possession. Donc, c'est l'huissier de justice peut venir faire le constat de la maison. Et lorsque celui-ci va peut-être quitter la maison, refaire un constat, il peut être requis par le parquet aussi pour faire une constatation lors peut-être de la production ou d'une infraction. On peut faire appel à lui pour faire le constat. En tout cas, il fait beaucoup de choses. Il peut nous deux fois actuellement nous prodiguons même des conseils juridiques. Lorsqu'il y a un justiciable qui a un problème, il peut venir nous voir. Nous pouvons l'orienter par rapport à la procédure juridique ou judiciaire qui sera à même, qui répond aux besoins de son litige. Alors, l'huissier de justice, c'est un professionnel de droit auxiliaire de la justice qui aujourd'hui n'est plus un fonctionnaire mais qui est un officier public et ministériel mais qui fonctionne sous un format libéral. Donc nous sommes libéraux, nous avons notre corporation devant qui nous répondons. Nous avons une chambre nationale à Kinshasa, nous avons une chambre provinciale au niveau des chambres provinciales au niveau des provinces. Donc c'est un peu ça le rôle de l'huissier. Si je veux être plus terre à terre, pour qu'on me comprenne, si vous avez un conflit parcellaire, vous saisissez le juge et que vous avez gain de cause, que la personne qui a succombé lors du procès habite par exemple l'immeuble et qui doit quitter, c'est l'huissier de justice qui expulse la partie succombante. C'est pas la police, c'est pas le parquet, ce n'est pas le juge. Seul l'huissier de justice a qualité de pouvoir expulser. Là, nous sommes dans l'exécution forcée de décisions de justice. Lorsque l'entreprise X et Y ont un contentieux sur une créance et que le créancier a un titre exécutoire, ça peut être un jugement, ça peut être un acte authentique, c'est seul l'huissier qui a qualité de pouvoir faire le recouvrement à l'amiable si bien sûr les mises en demeure préalables qui ont été lancées par les avocats n'ont pas abouti. L'huissier de justice peut initier une conciliation. Il peut aussi, en cas d'échec de la conciliation, procéder à l'exécution forcée pour le recouvrement de la créance poursuivie. Donc, il a le pouvoir de saisir les comptes
du débiteur en banque, il a le pouvoir de saisir ses biens, il a le pouvoir aussi de les faire vendre pour que le créancier se fasse payer, mais sous le respect de la loi qui régit la matière. Voilà. Je viens d'apprendre beaucoup en Oui, oui, en quelques oui, lignes. oui, Mais si par exemple, je devais commencer une affaire oui, en tant qu'entrepreneur, à oui. quel moment exact j'ai réellement besoin d'un huissier de justice? En tant que professionnel de droit, vous pouvez le consulter dès les formalités de la formation de l'entreprise. Moi, par exemple, je suis huissier de justice, mais quelqu'un peut me consulter pour la rédaction de son statut. C'est pas illégal. Oh, C'est pas illégal. Et pour une personne qui commence, c'est plus les conseils, hein, c'est plus les conseils qui ont trait à la formalisation, par exemple, du contrat. Le contrat qu'il aura peut-être avec ses futurs partenaires. partenaire. Oui, des contrats et surtout, moi, le conseil que je donne actuellement parce que c'est rédiger les statuts, faire enregistrer l'entreprise, la formaliser au RCCM, c'est, tout juriste bien outillé peut le faire. Donc Mhm. il y a pas vous n'avez pas besoin des skills, spéciales pour le faire. C'est question de savoir rédiger un statut, qu'il soit conforme au droit WADA. Vous pouvez tout jouer en tant que professionnel de droit, parce que pour devenir huissier de justice actuellement, il faut être licencié de droit, en droit pardon, minimum. OK. C'est le minimum. Le master, c'est encore bien, mais le minimum, c'est être licencié en droit. Et quand on dit, c'est comme ça quand la loi nous donne, au fait, le droit de se faire appeler maître, parce Mhm. on suppose et on pense que tout huissier a une maîtrise en droit. J'ai une maîtrise en droit. Donc pour les entrepreneurs, nous sommes souvent dans la phase conflit. Lorsqu'il y a un conflit, c'est là que l'huissier vraiment est actif. Mhm. Mais au tout début, c'est vraiment des Le conseils. conseil. Moi, le conseil que je donne maintenant souvent à mon entourage, lorsque vous êtes dans les affaires et que vous signez un contrat avec un partenaire pour un service ou autre chose, que ce soit un prêt, un service, s'il vous plaît, faites notarier vos actes. Parce que, vous savez, on a souvent une très bonne foi, une très bonne volonté lorsqu'on estime qu'on est dans une affaire qui va nous apporter. Mais lorsque les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, c'est là que le litige va naître. Et si on fait pas bien les choses, on a l'huissier en face de soi. Exact. Oui, c'est ça. J'ai une L'huissier question de qui m'est justice. venue lorsque vous avez parlé des parcelles, conflits parcellaires. Oui. Parce que il est vrai que dans notre ville, vous pouvez passer, si vous passez dans les avenues, vous allez trouver cette phrase. Cette parcelle n'est pas à vendre. Mhm. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Ça envoie un très mauvais message déjà. OK. Ça sous-entend qu'il y a un conflit. Ça sous-entend qu'il y a un conflit, ça sous-entend qu'il y a peut-être une tentative de spoliation, ça sous-entend quelque chose de négatif, de négatif. Alors, en matière, par exemple, d'achat d'un bien immobilier, moi, je pense que c'est judicieux de toujours faire, un due diligence, donc de faire, un background check, une vérification auprès, des institutions qui sont habilitées en matière foncière. Nous avons le cadastre qui est habilité, qui a tous les renseignements par rapport au fonds. Alors, l'huissier de justice, lui, son travail, c'est plus lorsque les deux parties, si bien sûr il y a un conflit qui naît, un conflit parcellaire qui naît entre deux parties, quand les deux saisissent le juge pour que celui-ci tranche, dire qui a raison, qui a tort. Alors, dès que le juge fait son travail, l'huissier de justice peut intervenir pendant la procédure, en notifiant, signifiant les actes, et deux fois même, en matière de conflit immobilier, il y a des avant-dire droit, ça veut dire des mesures provisoires qui sont prononcées par le juge. Par exemple, nous sommes en conflit Mhm. et je constate que la personne qui est sur mon fonds est en train de construire. Oui. Il est en train de construire au moment où nous sommes devant le juge. Alors, je peux solliciter du juge une mesure provisoire. Et cette mesure provisoire sera un avant-dire droit. Avant qu'il puisse trancher, dire qui a raison ou qui a tort, il peut ordonner la suspension des travaux.
Et dès qu'il ordonne la suspension des travaux, c'est à l'huissier de pouvoir faire exécuter cette suspension des travaux. Si l'autre partie ne s'exécute pas volontairement. Il y a des parties de bonne foi où vous lui signifiez cette mesure provisoire, il arrête les travaux, mais il y a d'autres qui sont quand même téméraires. Et alors là, l'huissier doit venir faire exécuter si ça ne se fait pas de bonne foi, de force, le jugement. Alors, l'inscription cette parcelle n'est pas à vendre sous-entend qu'il y a déjà un conflit qui est peut-être encore en sourdine, mais ne vous en faites pas si vous vous lancez dans cette aventure, pouvoir investir dans un fonds ou sur lequel là cette inscription, je pense que c'est pas ce n'est pas une bonne décision. C'est vraiment c'est lancé au fait dans un futur rempli de conflits et de stress, des problèmes, oui. Ok. Oui. Et quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés, que ce soit personnel? Ok. Oui. Personnel, c'est en tant que femme dans notre société, la femme, elle est perçue comme ça change, hein, ça a beaucoup évolué, mais elle est d'abord perçue comme une épouse et une mère. Et pour moi, ça fait partie de moi. Je n'ai rien contre ça. Je suis une épouse, je suis une mère, j'ai rien contre ça. Mais lorsque cette dernière va au-delà de ces rôles traditionnels, c'est quand même challenging. Parce que le fait d'être investi professionnellement ne vous dédouane pas de vos obligations maritales comme familiales. Et deux fois, essayer de trouver un équilibre dans tout ça, ce n'est pas chose facile. C'est vraiment un travail de dure haleine et c'est avec le temps qu'on essaye de s'ajuster, de trouver un équilibre. Et en tant que femme aussi, personnellement, nous avons ces stéréotypes qui nous relayent souvent à la seconde place ou à la place d'assistance. Ou quand nous avons eu des ambitions, parce que j'ai dit nous parce que je n'étais pas la seule, par rapport à occuper la tête de la chambre. Moi, personnellement, je me suis dit, je veux bien être dans le bureau, qui est l'organe dirigeant de la chambre provinciale, mais je préfère être vice-présidente. Pourquoi ce choix? Oui, au fait, c'est quelque chose qui est en nous, au fait. Des fois, on a peur de se lancer, on a peur de se challenger, on a peur de prendre le devant. Et je me souviens, on était vraiment dans un cadre de concertation où on avait déjà dit, bon, nous estimons que... En fait, c'était vraiment un cadre de concertation pré-élection. On se disait, on va former un bloc où il y aura un président et nous allons faire en sorte que ce bureau, au fait, que ce bloc remporte les élections. Pour moi, c'était la vice-présidence. Il y avait un monsieur que nous avions choisi comme président, et puis il y avait les autres postes qui étaient pourvus. Mais avant les élections, je me suis en quelque sorte donné un challenge. Non, c'était pas un challenge. Je pense que c'était quelque chose de naturel pour moi. Okay. Il y a une formation qui avait été organisée avant même que nous prêtions serment comme huissier de justice par la Chambre nationale des huissiers. Et c'était une formation, parce que la formation est une condition sine qua non pour demeurer dans la profession. Oui. La formation continue. Donc, l'huissier de justice a l'obligation de pouvoir se former. Alors, chaque année, la Chambre nationale organise au moins une formation pour tous les huissiers. Alors, cette fois-là, elle dit non, nous allons l'organiser à Lubumbashi, même s'ils ne sont pas encore huissiers. C'est une province avec beaucoup de potentiel. Alors, nous avons eu, pour cette formation, la participation et l'appui de l'Union internationale des huissiers de justice dans les sièges et à Paris, qui avait bien voulu assister aussi à la formation par l'entremise de notre président international. Alors, il s'est déplacé. Il habite en Belgique, il est belge, il s'est déplacé de la Belgique. Il y avait le vice-président de l'Union internationale qui est
du Congo-Brazzaville. Il y avait des huissiers du Togo, il y avait des huissiers du Cameroun, il y avait des huissiers du Bénin qui sont venus à Lubumbashi. Il y avait les huissiers de toute la République à l'époque. Il y avait la chambre provinciale du Congo central, la chambre provinciale de Kinshasa-Gombe, Kinshasa-Matete, qui se sont déplacés pour venir suivre la formation à Lubumbashi. Et quand ils étaient là, moi, naturellement, j'étais là au service vous voyez, les gens qui viennent d'ailleurs, qui sont chez vous, il faut faire preuve d'hospitalité, il faut être là pour eux. Et je me souviens que j'étais le chauffeur de la délégation oui, de la délégation de l'Union internationale, de mes autres confrères de différents pays africains. C'est moi qui faisais le chauffeur. OK. Alors, j'étais là le matin, à les prendre à l'hôtel, les amener à UNH où on a passé la formation. J'étais vraiment, j'avais vraiment beaucoup on my plate, comme on dit. Et j'étais observée. Moi, je le faisais naturellement, mais j'étais quand même observée. Et beaucoup de gens sont venus me voir après pour me dire mais consoeur, tu n'as pas des ambitions pour la présidence et tout? Je dis non, pas oui, mais la vice-présidence. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais tu peux le faire. Et j'ai été encouragée, et pas par les femmes, par les hommes. Par les hommes. La masculinité positive. Oui, les hommes, mes confrères m'ont vraiment encouragée. Non, il faut essayer, prenez la première place. Vous voyez, vous êtes dynamique. La profession d'huissier de justice aujourd'hui est une profession vraiment dynamique où, je dirais, 80% des huissiers de justice sont des jeunes. Ah, De moins de 40 ans, oui. OK. À moins que je me trompe, mais c'est vraiment la jeunesse, quoi. Lorsque vous nous voyez, c'est une dynamique de jeunes. Ah. Et avant, on pensait que l'huissier, c'est un vieux papa avec une veste fatiguée, des chaussures en lamelles et tout. Non, c'est autre chose. OK. C'est vraiment autre chose. L'huissier de justice, actuellement, c'est un jeune Congolais, une jeune Congolaise dynamique, en tout cas, qui incarne l'image d'un jeune Congo, en fait. Et je pense que pour moi, c'était un challenge, ces moments. Et je me suis dit, OK, je vais y foncer. Je postule pour la première place. Et en tant que femme, c'est pas facile. En Oui. tant qu'humain, c'est pas facile. On a besoin d'encouragement. Et sur le plan professionnel, il y a eu beaucoup de challenges aussi. Quand vous êtes les premiers, on avait nos aînés de Kinshasa, mais sur terrain, nous étions les premiers. Alors, étant premier, des fois, on paye le prix. Oui. On paye le prix. Et moi, par exemple, des fois, j'avais des correspondances parce que lorsqu'un huissier de justice dans le ressort du Haut-Katanga commet une bavure ou si une personne se sent lésée par rapport à ses actions, les plaintes sont adressées. Alors, on adresse les plaintes à la présidente et la plupart des gens qui m'écrivaient, c'était Monsieur le Président. Donc pour eux, C'était pas madame. non, c'était un homme. C'était Oui. comme, je dis que c'est la nature en fait, Oui. qui ne conçoit pas d'emblée que c'est une femme qui est à la tête. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains qui commettent encore l'erreur. Donc c'était Monsieur le Président. Et quand je répondais, j'ai rectifié que c'est Madame. Alors ça a été quand même un challenge, mais j'ai été vraiment acceptée, soutenue, surtout de mes autorités, je ne dirais jamais le contraire. Beaucoup soutenue, beaucoup encouragée de pouvoir faire le travail comme il le faisait, Oui. et mon genre n'avait aucune implication. Donc je dirais que c'est des petits challenges qu'on a rencontrés, mais avec le temps, on s'y habitue et on se forge. Exact. Oui. Mais si je reviens à la question, comment est-ce que vous gérez maintenant le travail et Mhm. la famille? Comme j'ai dit, c'est pas chose facile. Oui. C'est pas chose facile, mais le plus important d'abord, c'est, d'avoir foi qu'on est au bon endroit et qu'on fait la bonne chose, la bonne chose à faire. Alors, pour moi, ça a été d'abord, me confier en Dieu. Parce qu'il y a de ces moments où, vous êtes vraiment, au bas de l'échelle, où le moral est vraiment à zéro. Mais, le Seigneur
La parole du Seigneur a toujours été pour moi Un appui. un boost, un appui, un boost. Et au-delà de cela, c'est ma famille. Quand je dis ma famille, je vois d'abord mon mari, qui est un très grand soutien pour moi. Des fois, les gens disent, mais ton mari, il est trop cool. J'ai dit, oui, il est trop cool, hein. Il est trop cool. Et c'est mon premier supporter, first supporter. Oui. Mon premier supporter. Et il est là pour, il me comprend, il m'encourage. Et deux fois, mais il est là, on a l'impression qu'il est vraiment, il est vraiment avec moi, quoi. Il est vraiment avec moi. Et je sais pour beaucoup, c'est lui qui m'a encouragée. Et jusqu'à aujourd'hui, il me soutient. J'ai chaque année des voyages de formation comme ça. Je peux au pays, que ce soit au pays, que ce soit hors du pays, il comprend et il me soutient. Mes enfants, c'est aussi vraiment pour moi une source d'énergie. Une fois, je j'ai mon fils de 10 ans qui s'appelle Billion, qui m'a beaucoup révolutionné. Quand je pense à ça, je suis vraiment émotionnelle. OK. Il m'a dit: «Écoute maman», c'est un anglophone, «Écoute maman, tu sais, depuis que tu travailles, tu as changé beaucoup de job». Je dis: «Comment tu dis ça?» Il dit: «Oui, mais tu travaillais, d'abord tu travaillais, quelque part là, où je tra mon Oui. 1er travail formel que j'avais eu ici. Et puis après, t'as pas traîné, tu as quitté, tu as commencé à travailler avec papa. Et puis après, tu as quitté. Maintenant là, tu fais autre chose. Ah maman, toi, tu abandonnes facilement, hein. You are a quitter». OK. I was like, OK. C'est l'image que mon fils a de moi, quelqu'un qui lâche facilement. Non, non, ça c'est pas une bonne image. Exact. C'est pas une bonne image. Mon aînée, c'est une fille. J'aimerais que quand elle pense à moi, quand elle sera plus grande, quelle est l'image d'une femme qui n'a pas été debout non seulement pour sa famille, mais aussi pour sa société, pour son pays, pour sa communauté. Et entendre mon fils me dire ça, mais ça m'a choquée. Ça m'a choquée, mais c'était un son de cloche aussi pour moi. C'était un wake-up call. Je me suis dit: «Non, I Et have to do better». les Je dois enfants être oui, les enfants, les enfants observent beaucoup. beaucoup, beaucoup. Et ils sont vraiment, d'unité de mesure, hein, par les petites blagues, les petites phrases qu'ils peuvent te lancer. Tu vas te rendre compte que réellement, ils observent et ils sont là pour que redire ce qui est vrai. Exact. Ils n'ont aucune raison de te flatter, aucune raison de mentir. Alors, ça a été aussi pour moi, un wake-up call et souvent, c'est un peu, un support émotionnel de savoir que je dois être une référence pour mes enfants. Non seulement mes enfants, une référence pour la jeune fille congolaise aujourd'hui. Mmh. Parce que des fois, quand on est mère, on est, épouse, on se dit: ça va, on a un diplôme qu'on garde, on dit: «Bon, de toute façon, je suis éduquée, de toute façon, je suis instruite et puis, ça me suffit, quoi». Non, on a plus à donner. On a plus à donner. Donc je pense que c'est vraiment un combat continuel, à la recherche d'un équilibre. C'est pas comme je dis, il y a pas de mode d'emploi pour ça. C'est Oui. à chaque challenge, on développe ce mécanisme en nous de pouvoir trouver la solution adéquate à la situation qui se présente devant nous. Waouh, Oui, oui. waouh. Oui. Alors j'ai une question. Quel est le coût pour faire appel à un huissier de justice? Le coût? Oui. OK. Alors, étant libéral, nous n'avons pas de salaire. Ah, L'huissier de justice n'a pas un salaire. L'huissier de justice vit des honoraires, des débours, des frais, d'exécution forcée. On les appelle émoluments d'huissier. Alors, lorsque, un justiciable veut procéder à une procédure, si permettez-moi la tautologie, mmh. il veut diligenter une procédure, nous avons un barème national. Le barème, c'est, le document dans lequel tous nos tarifs sont contenus OK. et c'est spécifié. Pour la procédure X, le coût est d'autant. Mais c'est un barème qui a un principe de minima et maxima. Donc, il y a
un minimum que l'huissier doit respecter dans sa tarification et il y a un maximum qu'il doit aussi respecter. Donc, dans cette fourchette, il y a lieu de pouvoir négocier avec le requérant. Mais cela dépend de la procédure que vous devez mettre en place par rapport au litige qu'il a. Donc, s'il faut que je dise combien, ça sera trop vague, Oui. mais tout est tarifé. Et lorsque je suis en face d'un requérant, s'il faut que je fasse un recouvrement de créances, s'il faut que je fasse un constat, s'il faut que je fasse un déguerpissement, nous allons consulter le barème et trouver un compromis avec le requérant. Mais aussi, ce n'est pas seulement le requérant qui paye l'huissier. Donc, le requérant paye les honoraires pour le service qui lui sera rendu. Mhm. Il paye les frais de procédure. Mhm. Donc, le transport, les unités, tout cela sont les frais de procédure. Et à la fin, si nous sommes, par exemple, dans le cas d'un recouvrement de créances, il sera aussi dans le chef du débiteur le paiement des frais d'exécution forcée. Parce qu'on estime que si l'huissier procède à l'exécution forcée, ça veut dire que quelque part, il y a une mauvaise foi de la part du débiteur. Et cette mauvaise foi est sanctionnée par le paiement. C'est en termes de pourcentage qui est calculé par rapport au montant à recouvrer. Nous avons une fourchette. Si de 0 à tel montant, c'est 10%. De tel montant à tel montant, c'est 8%. De tel montant à tel montant, c'est 7%. C'est comme ça que l'huissier est rémunéré. Wow. Oui. Trop de procédures. Oui, c'est technique. Oui. C'est vraiment technique, hein. C'est technique, mais il faut être dans le bain. Il faut être Oui. dans le bain. Il faut être devant une situation. Mais lorsque vous venez me consulter dans mon étude, moi, je vous explique vraiment clairement, hein. On explique aux requérants pour qu'ils comprennent qu'étant libéral, on n'a pas de salaire. Il nous faut des honoraires pour survivre parce que nous avons des études. Moi, par exemple, tous les huissiers ont des études. Ils ont des études et il faut payer les loyers. Nous avons Oui. un personnel, il faut payer le personnel. Au-delà de cela, il doit vivre. Donc, c'est vraiment conformément à ce qui est organisé dans le barème que nous tarifons nos services. Je comprends. Oui, Je comprends mieux. oui. Alors, comment vous gérez les situations où les débiteurs sont dans de grandes difficultés financières? OK. Alors, le recouvrement de créances, c'est vraiment une procédure, hein. C'est pas du jour au lendemain, vous avez un jugement qui vous autorise à recouvrer votre créance. Vous allez, vous demander au monsieur l'argent et puis c'est vraiment une procédure que l'huissier examine. Il examine, il étudie. C'est comme ça que même nos offices, on les appelle les études. Donc, je vais examiner, je vais m'informer Mhm. par rapport au patrimoine du débiteur et je peux pratiquer, par exemple, avant de savoir qu'il n'a rien, je peux pratiquer euh, une saisie de ses avoirs en banque, par exemple, par une saisie attribution, une saisie conservatoire de créances. Je dresse un acte de saisie que je vais adresser à la banque. Ça peut être Equity, ça peut être Probank, ça peut être n'importe quelle banque de la place. Quand je signifie cet acte à la banque a un délai pour me dire combien le débiteur a dans ses comptes. D'abord me dire si réellement le débiteur a un compte ouvert dans leur institution et quel est le solde Mhm. de ce compte. Alors, ce sont des informations très sensibles. Oui, L'huissier, dans l'exercice de son travail, est tenu au devoir de confidentialité. exact. Les seules personnes qui ont ce pouvoir, c'est des fois le fisc et tout, et l'huissier de justice aussi en matière de recouvrement a le pouvoir de prendre connaissance, du solde des avoirs d'un débiteur logé dans une institution financière. Et au-delà de cela, l'huissier peut procéder à une saisie des biens. S'il estime que le monsieur n'a pas d'argent à la banque ou la dame, il procède à une saisie des biens.
meubles corporels. Ça veut dire des biens qui peuvent être touchés et déplacés. OK. Oui. Donc, je peux, tout en sachant, m'informant, j'ai votre adresse, vous êtes débiteur, j'ai un titre exécutoire et sur base de ces titres exécutoires, qui peut être un jugement, qui peut être une ordonnance, qui peut être un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, j'arrive chez vous en tant qu'officier, je commence à saisir vos chaises, vos tables, mais il y a certaines choses que nous ne pouvons pas saisir, comme par exemple les lits, le coucher, les fourchettes, tout, au fait, les biens qui concourent À une vente. non, qui concourent aux besoins primaires d'une OK. personne, ils ne sont pas saisissables. Je peux saisir la télé, je peux saisir les grands canapés, je peux saisir la voiture, je peux saisir un vélo, je peux saisir dans le but de pouvoir vendre ça Oui, dans une vente aux aux enchères, enchères. oui, publique, pour que le produit de cette vente soit reversé au créancier, qui se fasse payer. Mmh. Donc mais si au finish, on se rend compte que la personne n'a rien Rien. à l'impossible, nul n'est tenu. OK. Oui, nul n'est tenu. L'huissier de justice va dresser un procès-verbal de carence pour dire, en tout cas, il y a rien. Il y a carence. C'est maintenant, après cela, que généralement, il y a même des certificats d'insolvabilité qui sont délivrés lorsqu'on estime que la personne n'est en possession d'aucun bien de valeur ou n'a pas de travail. Il y a des certificats d'insolvabilité comme ça qui peuvent être délivrés par l'État. Mais s'agissant de l'huissier, il va dresser un procès-verbal de carence pour dire qu'il a diligenté toutes les voies d'exécution forcée et au finish, il y a rien. Il y a rien pour que le créancier se fasse payer. Et dans le cas où si, le huissier de justice ne parvient pas à faire son travail comme il faut, qui intervient? L'huissier est civilement responsable, pénalement responsable, disciplinairement responsable. Je vais expliquer. Si l'huissier, dans l'exercice de son ministère, ne fait pas son travail comme il se doit, il est coupable peut-être d'abus de pouvoir ou de corruption, de tout ce qui est peu recommandable. La première institution, c'est le bureau de la chambre provinciale qui est là pour faire respecter les règles de déontologie, le règlement d'ordre intérieur qui régit la profession d'huissier de justice dans chaque province. Alors, s'il y a un souci, le justiciable peut adresser une plainte, formuler une plainte et l'adresser à la présidente que je suis, tout en dénonçant les bavures constatées. Et si nous estimons que les faits sont établis, il y a une commission de discipline au sein de la Chambre qui va inviter l'huissier et les confronter par rapport aux faits qui lui sont imputés. Et s'il y a lieu, celui-ci peut être suspendu, il peut être blâmé, il peut être averti et voire même radié du corps. Donc l'huissier est libéral, mais c'est pas un électron libre. OK. Oui, il y a une structure au sein de la Chambre qui est chargée de veiller à ce que l'huissier travaille tout en respectant les lois, règlements qui régissent la profession. Et si nous estimons que l'action disciplinaire, si la personne lésée estime que l'action disciplinaire n'est pas suffisante, il peut porter plainte contre lui au pénal. Ça veut dire, il peut aller voir un juge pénal et l'huissier risque même d'être condamné à faire la prison s'il est coupable. Et s'il y a des dommages qui ont été causés, l'huissier étant personnellement responsable de ses actes, peut aussi dédommager la partie lésée. Donc, il y a toutes ces voies qui permettent à toutes les personnes, aux justiciables qui se sentent lésées par le ministère, par un huissier dans l'exercice de son travail, de pouvoir faire un recours, de pouvoir saisir les instances attitrées pour
qu'il puisse rentrer dans ses droits. Il faut vraiment connaître le droit. Oui. Sinon, si Oui, on connaît pas ses droits, on vit dans le vide. oui, dans le vide, dans les vides, et c'est Et quelles sont compliqué. les erreurs fréquentes que font les gens lorsqu'ils ils, ils sont confrontés à un huissier? Dans la société, l'huissier de justice est perçu comme un bourreau. Un bourreau. Oui. Un bourreau. Souvent, quand les gens me voient, tu es huissier, mais toi, t'as pas l'air d'un huissier. Non, l'huissier est perçu comme un bourreau, comme non. L'huissier de justice est perçu souvent comme quelqu'un qui vient en matière, par exemple, de conflit immobilier, quelqu'un qui vient exproprier. Non. L'huissier de justice est, en fait, c'est un sentiment de frustration généralement qui anime les gens lorsqu'ils sont en face d'un huissier. Ok. Et nous avons beaucoup de témoignages, pas seulement au Congo, pas seulement en Afrique, même en Europe, où les huissiers de justice ont été agressés. Oh, Oui, agressés. C'est comme ça que dans l'exercice de nos fonctions, nous avons le droit de se faire protéger. Et la police nationale a l'obligation. L'État, par mhm, l'entremise de la police nationale, a l'obligation de pouvoir protéger, assister l'huissier lorsqu'il est dans l'exercice de son ministère. Et lorsque l'huissier estime que pour telle procédure, ma sécurité, mon mhm, intégrité physique peut être menacée, celui-ci va dresser une réquisition. Cette réquisition est un acte d'huissier où celui-ci va demander à l'État, par l'entremise des forces de l'ordre, de se faire accompagner ou de se faire assister lors de l'exercice de son ministère. Et l'État a l'obligation de pouvoir lui accorder cette assistance. C'est comme ça que, par exemple, lorsque nous allons déguerpir et que nous estimons que le coin, le quartier est quand même chaud, il risque d'y avoir... des engouements. Oui, on a toujours dressé une réquisition. Nous dressons d'abord un procès-verbal de résistance qui fait état de la résistance que nous sommes en train de faire face, devant laquelle nous faisons face. Et puis après, les forces de l'ordre ont l'obligation de pouvoir nous accompagner dans l'exercice de notre profession. Donc je pense que c'est plus par ignorance. Mhm, C'est par ignorance, mais c'est aussi une réaction normale, hein. Vous voyez, lorsque vous êtes en instance judiciaire, il y a les deux parties d'abord, qui sont les acteurs au fait de la procédure, parce que c'est eux qui ont emporté le litige devant le juge. exact. Il y a leurs avocats qui interviennent, et puis il y a le juge qui va prononcer le jugement. Mais quand il faut exécuter, là, les choses ont l'air encore théoriques. Mhm. Alors, l'huissier de justice, c'est en quelque sorte la représentation physique même de la justice. Ok. Parce que le juge ne va pas aller faire exécuter son jugement. L'avocat, en ce moment-là, il s'est dessaisi. Il a défendu son client, il a gagné le procès. Son travail est fini. Le travail, maintenant, c'est à l'huissier de pouvoir matérialiser. La chose. Oui. Et c'est un visage. C'est un corps. Exact. Ce n'est plus des mots théoriques. Il vient, il est devant toi et il te dit, tu dois quitter la maison. Et vous voyez, la personne qui doit être déguerpie oublie tout ce qui s'est passé au tribunal. Il oublie même la personne qui l'a amené en justice. Oui. Il ne voit que l'huissier. Et alors, le plus souvent, c'est vraiment un sentiment de frustration. De frustration, de fois des violences. On a eu des cas où les confrères ont été tabassés. Oh, Oui, oui. oh. Parce que on se dit, c'est lui. Mais au fond, c'est pas lui, c'est le droit. C'est la justice. Exact. Oui, c'est souvent ce retour qu'on a. Mais avec le temps, je pense que c'est plutôt une question de vulgariser. Les gens apprennent à comprendre réellement quel est le travail, qui est l'huissier de justice. Et les choses s'améliorent chaque jour, deux fois à pas pesant, deux fois, mais on a l'impression que les choses Ça, s'améliorent. Oui. ça commence un peu à s'éclaircir un peu Oui, plus. dans Oui, l'esprit dans et l'esprit. l'entendement des gens. Oui. Oui, oui. Et comment le métier de huissier a-t-il évolué au fil des années, notamment avec le digital, les nouvelles lois et aussi les nouvelles lois? Ah, beaucoup, hein? Mhm. Beaucoup. Mais
c'est une réalité jusque-là qui n'est pas encore effective en Afrique. Ok. En Afrique et particulièrement dans mon pays, en RDC, parce que lorsque nous organisons chaque année des rencontres avec les huissiers de partout, dans le monde. En 2000, il y a 2 ans, nous avons eu le congrès international des huissiers et des justices qui s'est tenu au Brésil, où tous les huissiers du monde entier étaient représentés. Et le digital en Europe, par exemple, a vraiment pris de l'avant. Beaucoup. Ou beaucoup. Les significations, par exemple, des jugements, ça se fait maintenant en ligne. Mais il faut des plateformes sécurisées pour ce travail-là. Par exemple, en Afrique, une fois on a entendu parler, certains collègues africains parler, ils disent: «Non, on peut signifier WhatsApp, mail et tout». Pour eux, c'est ça le digital, mais non, c'est pas ça le digital. Alors, dans les échanges que nous avons, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions, atteindre au fait ce niveau-là. Parce que qu'on se le dise, hein, le digital, c'est l'avenir. C'est Exact. même le présent. C'est le présent et c'est l'avenir. Et je pense que dans quelques années, on appellera illettrés toutes les personnes qui ne sont pas à même de pouvoir à répondre aux certaines exigences du digital. Par exemple, vous allez dans une formation où vous êtes intervenant, vous avez des papiers, Mhm. vous ne savez pas faire une présentation sur PowerPoint, mais on a l'impression que vous êtes un extraterrestre. Exact. Donc, le digital joue un rôle très important dans notre profession. Mais déjà, en RDC, il y a une loi sur le numérique Ok. qui est déjà promulguée. Je ne savais pas. Oui, oui, il y a une loi sur le numérique. C'est comme ça que vous entendez parler de la cybercriminalité Ah oui, aujourd'hui et je tout. vois. Oui. Alors, c'est un peu pour réglementer un peu tout ça, le digital, les réseaux sociaux, tout. Les États veulent que toutes ces activités se passent dans un cadre réglementé. C'est de la même façon avec nous. Euh, on veut bien, mais actuellement, on se rend compte qu'on est vraiment encore à l'arrière, mais ce n'est pas pour autant que le digital est mis de côté. Nous sommes en train je pense qu'il y a déjà une plateforme qui a été mise en place en Afrique Mhm. pour aider l'huissier de travailler tout en exerçant son ministère de façon numérique, avec le numérique. Mais l'effectivité n'est pas encore là. Mais nous sommes en train d'y travailler afin de pouvoir être à niveau aussi par rapport aux autres confrères et consoeurs des pays développés. Vous avez parlé qu'il y a une loi sur le digital. En peu de mots, quelle est cette loi? Je dois vérifier. Je dois vérifier. Je vais vous la donner parce que vous savez, souvent les lois, ils ont des identifiants très lents là. Oui. Mais je peux la retrouver pour vous. Alors, nous avons l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique en RDC. Donc, le numérique est déjà régi, organisé dans notre pays. Donc, si par exemple, je veux vous lire l'article 1, la législation du numérique est constituée par la présente ordonnance loi et les dispositions légales et réglementaires édictées pour son application. La présente ordonnance loi s'applique aux activités et services numériques, aux écrits, outils électroniques et prestations de services de confiance, au contenu numérique, à la sécurité et à la protection pénale des systèmes informatiques. En outre, elle fixe le régime fiscal, parafiscal, douanier, échange, application aux activités et services numériques en République démocratique du Congo. Ok. Oui. Ok. Je vais bien noter ça quelque part. Oui, oui. Alors, pouvez-vous partager une situation difficile que vous avez eu à résoudre et qui vous a le plus marqué? Une situation difficile à résoudre dans le cadre de mon travail. Oui. Ah! Il y a eu beaucoup de situations difficiles. Hem, là, il y a eu beaucoup, hein, parce que notre travail est quand même difficile, il est quand même stressant.
Mais c'est qui vous a le plus marqué alors? Ce qui m'a le plus marqué. Ouf! Ah! Je dois quand même réfléchir, hein. OK. Je dois quand même réfléchir. Mais ce qui m'a le plus marqué. Mmh. OK. Ce qui m'a le plus, je dirais, pas le plus, mais quand même marqué aussi, c'est que dans l'exercice de notre travail, il arrive des fois où, les parties lésées, ne comprenant pas réellement le travail de l'huissier, ont tendance à la déformer ou à la teinter de négativité. Alors je me souviens, il y a une consoeur à moi qui a travaillé, qui était vraiment dans l'exercice de son ministère en toute légalité, qui a été arrêtée parce que la partie, débitrice, avait, déformé les la réalité. Elle a été arrêtée, elle a fait pratiquement, 7 mois en détention. Mmh. Oui. 7 mois, l'affaire avait été fixée devant un juge et au finish, elle a été acquittée. OK. Oui, elle a été acquittée. Pour moi, c'était quand même une situation difficile parce que, l'huissier de justice est souvent l'agent ou, l'auxiliaire de justice qui, en quelque sorte, porte le poids de la frustration et deux fois injustement et deux fois injustement et deux fois on se retrouve dans des situations où, dans notre conscience, on sait qu'on a fait notre travail. Mais en réalité, on se retrouve dans une situation où on est traité, où on est qualifié de tous les maux, de tous les maux. C'est quand même une réalité qui m'a beaucoup affectée, surtout au début, tout au long de mes 2 ans de carrière. Alors, je dirais que c'est plus, cette réalité, si il faut parler d'une affectation négative. Oui. Négative. Donc c'est un peu cet aspect de choses qui, heu, qui m'ont beaucoup marquée. Mais gloire à Dieu, la justice a triomphé et étant dans un état de droit, le droit a pris le dessus et aujourd'hui, elle a été acquittée et elle a repris son travail et blanchie de tout soupçon et accusation. C'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Oui. Mais au finish, on se dit que ce sont les risques du métier. Oui. Oui, ce sont les risques du métier et du moment où on est du côté de la légalité, ça va marcher. Personnellement, ça touche quand même et ça affecte. Ça OK. affecte aussi. Merci pour ce partage. Oui. Alors, quel conseil donnerez-vous à un auditeur Mhm. qui nous suit pour mieux gérer ses dettes et éviter les conflits avec un huissier de justice? Bon, on n'a pas de conflit avec l'huissier. Oui. On n'a pas de conflit avec l'huissier. Éviter les dettes, c'est quand même, les dettes, c'est un fait social, hein. Ça, c'est vrai. Oui, c'est un fait social. Et puis les dettes, généralement quand on parle des dettes, on voit 2 particuliers, l'un a emprunté, 100 $ chez l'autre et puis finalement on s'est plus remboursé. Mais c'est pas seulement ça, c'est plus grand que ça. Exact. Il y a des prêts, par exemple, bancaires qui Mhm. constituent des crédits. Il y a, des investissements. Il y a beaucoup de choses comme ça où c'est au fait la dette, ce n'est pas seulement à un niveau, où il y a 2 qui impliquent 2 particuliers. Ça peut souvent, dans les cas de recouvrement, elles impliquent, de grandes entreprises, des grandes entreprises où il y a un service qui a été fait, mais finalement il y a la situation économique du pays ou de la société ou qui fait en sorte que la personne bénéficiaire ou l'entreprise bénéficiaire du service n'est plus en même de répondre à ses obligations. Exact. Donc il n'y a pas que la mauvaise foi. Oui.
Il n'y a pas que la mauvaise foi, mais les dettes, c'est un fait social. Mais seulement, il faut savoir comment les gérer. Il faut savoir comment le gérer. Parce que lorsque l'huissier de justice intervient, ça veut dire que toutes les voies amiables n'ont pas abouti. Alors, c'est là qu'on dit, l'huissier de justice, toi qui as le monopole de l'exécution forcée, prends le relais. Alors là, je dirais qu'au tout début, en tant que professionnel, nous ne sommes pas là pour être dans l'exécution forcée obligatoirement. L'huissier de justice en tant que professionnel va d'abord aborder le litige de manière à concilier les deux parties. D'abord, c'est la première approche. Nous pouvons faire une sommation. Dans cette sommation, un délai déterminé. On vous dit, écoutez, dans les 48 heures, veuillez vous exécuter à l'amiable, volontairement. Alors, si les 48 heures et que le débiteur n'est toujours pas à même de répondre à ses obligations, nous pouvons proposer une conciliation. Ça veut dire quelqu'un a une dette de 1 000 $, il ne sait pas la payer. Non, on dit, mais écoutez, vous pouvez y aller de manière échelonnée. Au fait, d'abord, l'huissier veut concourir. Il veut à ce que les deux parties trouvent une entente. Une entente. Et si, dans toutes ces tentatives, il n'y a aucun résultat positif et que l'huissier se sent légalement obligé de pouvoir procéder à l'exécution forcée, c'est là que les anglophones disent most of the time things will get ugly. Oui, mais ce n'est vraiment pas ça le rôle principal de l'huissier, parce que l'huissier, en étant professionnel, doit faire aussi preuve d'empathie. C'est un humain, d'humanisme. Le débiteur, quoi qu'il est débiteur, c'est pas la bête à battre. Non, il faut avoir de l'empathie, il faut essayer de comprendre sa situation et de par cette compréhension, trouver une solution, une alternative s'il y a possibilité. Ok. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Mais il y a une question qui m'est venue. Vous avez dit que vous avez fait le droit. Oui. Alors, j'ai toujours voulu savoir pourquoi nos étudiants en droit, c'est une obligation de s'habiller formel ou c'est normal? Oui. Ah! Bon, non, c'est pas une obligation, hein. Ok. C'est pas une obligation, mais je pense que c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Un juriste, on voit ça, même les avocats, ils sont tout le temps bien sapés. Oui. Les magistrats, la même chose. Alors, je pense que moi personnellement, j'estime que c'est à cause du caractère prestigieux de notre travail. Ok. L'huissier de justice, la profession d'huissier de justice, c'est une profession noble. C'est une profession noble. Pour nous, moi personnellement, c'est une profession prestigieuse. Non, l'huissier de justice, c'est pas n'importe qui. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Et le moine est reconnu par son habillement. Alors, je pense que c'est vraiment un état d'esprit où, pour nous, ce n'est plus question d'être dicté ou quoi que ce soit. C'est un peu comme notre seconde nature. Moi, je suis souvent formellement habillée. Je suis deux fois aussi en relax. Mais la plupart du temps, pour mon travail, je suis formellement habillée. Et je pense que c'est aussi une marque de respect. De respect par rapport à la personne qui est en face de toi. Lorsqu'on va voir le président, on s'habille, on est tiré à 4 épingles, c'est par respect pour lui. Alors, lorsqu'on se présente bien devant un justiciable, devant un requérant, je pense que c'est une marque de respect. Mais c'est pas pour dire que les gens qui sont en t-shirt ou ne sont pas respectueux. Non. C'est vraiment subjectif, hein. Oui, c'est subjectif et je pense que, en tout cas, pour nous, les juristes, c'est devenu comme une seconde nature. Merci beaucoup.